Bonjour à tous et merci de nous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Nous sommes très heureux d'avoir Charlotte avec nous aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'or, des sociétés minières aurifères et surtout aborder le fonds CMAM Global Gold. On a essayé de construire cette présentation en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons revoir quels ont été les drivers de l'or, comment vont-ils évoluer, quels sont les fondamentaux. Nous allons aussi regarder quels vont être les challenges pour 2021. Et enfin, on va essayer de regarder un cas pratique, la société Newmont. Voilà, je laisse la parole à Charlotte. Alors, bonjour, merci Valentin pour cette introduction. Donc, on va commencer directement sur les profils de l'investisseur et les disclaimers. Voilà. Alors, les messages qu'on va vous présenter aujourd'hui, comme vous l'a dit Valentin, on va faire un peu un point sur l'or. Qu'est-ce qu'on attend en 2021? Et puis, on peut d'ores et déjà vous dire que ça sera volatile, un petit peu comme ce début d'année, parce qu'effectivement, il y a moins de drivers positifs, mais il y a toujours de forts soutiens. Et donc, ça va empêcher, selon nous, une baisse prononcée de l'or. Voilà. Ensuite, nous ferons le point effectivement sur les sociétés aurifères qui, elles, sont très bien positionnées pour profiter donc de ces prix élevés, et relever donc les défis futurs. Effectivement, un cas pratique, on vous dira pourquoi Newmont est devenu donc la première ligne de notre portefeuille. Et enfin, nous terminerons avec le positionnement et les derniers arbitrages, et vous verrez qu'il y a quelques changements. Alors, le point d'abord sur l'or. Donc, comme je vous le disais, il y a un certain nombre donc, de drivers qui sont moins puissants ou qui sont moins porteurs donc, depuis quelques mois. Et donc, on pense que cette année sera plutôt une année volatile, dans une bande de fluctuation entre 1750 et 1950, vous voyez, autour des pivots actuels. Alors, il y a quand même... Donc, quels sont les éléments un petit peu plus négatifs? Eh bien, c'est les tensions économiques et géopolitiques qui sont moins fortes, avec l'arrivée du vaccin, l'élection de Joe Biden. Donc, voilà. Donc, une reprise économique qui devrait se poursuivre. Et donc, ça, c'est souvent moins favorable à l'or, puisqu'on a besoin de moins d'actifs de refuge. Des politiques monétaires qui sont toujours accommodantes, mais qui ne sont plus... qui n'influencent plus le cours de l'or. Aujourd'hui, il n'y a plus de stimulus supplémentaire. Donc, tant qu'il n'y a pas de stimulus supplémentaire sur les politiques monétaires, elles restent en soutien, puisque les taux d'intérêt réels restent négatifs, mais elles ne sont plus drivers. Dans les éléments plus fondamentaux, on voit qu'en 2021, 2021, ça va s'améliorer, mais en 2020, la demande d'or a fortement baissé. On a perdu 14% sur la demande d'or en 2020. C'est l'effet Covid, avec moins de demandes de bijouterie, moins de demandes de la part des banques centrales, moins de demandes au niveau donc, de l'industrie et de la technologie. Tout ça, ça va redémarrer, et ça redémarre déjà en 2021. Voilà, on a déjà vu des prémices au dernier trimestre de l'année 2020. Donc ça va redémarrer progressivement. Mais en revanche, ce qu'il n'y aura plus, ou moins certainement en 2020, c'est cette demande d'investissement qui a été extrêmement forte en 2020, puisque vous avez eu plus de 877 tonnes donc, d'or, l'équivalent de 877 tonnes d'or en investissement dans les ETF. Nous, on pense que cette demande-là va se freiner et donc ne sera plus un driver majeur pour l'or. Voilà. En revanche, on ne pense pas forcément qu'il va y avoir du désinvestissement, donc ça ne sera pas forcément donc, un driver négatif non plus. Donc, voilà. Alors, pour illustrer ceci, donc ces graphiques que vous connaissez, donc le graphique de droite, qu'on vous avait présenté en avril, après la crise donc, du Covid, eh bien vous voyez que l'or a très bien joué son rôle de valeur refuge.
ainsi que le secteur aurifère, mais que depuis effectivement donc l'élection de Biden et l'homologation donc du premier vaccin de Pfizer et le début des campagnes, eh bien, on voit que les investisseurs se sont reportés sur les actifs risqués, sur les actions. C'est la courbe du MSCI World, la courbe grise, et qui rejoint finalement donc la courbe du secteur aurifère, donc qui sont les courbes bleues et rouges. Voilà. Contrairement donc à ce qu'on a pu vivre donc lors de la précédente crise en 2008-2009. Donc c'est ce qui a le second élément, c'est aussi que les banques centrales et les gouvernements ont agi beaucoup plus rapidement que lors de la crise financière de 2008-2009. Donc ça, c'est un élément aussi donc, qui a été un fort soutien sur l'année 2020, mais qui est moins porteur en 2021. Alors, les supports, c'est quand même, ça reste ces politiques de banque centrale très accommodantes, même s'il n'y a plus d'impulsion, comme on a pu le voir en 2020, vous le voyez sur les graphiques de gauche. Voilà. Et l'autre support qui est encore très puissant, c'est les taux d'intérêt réels qui restent négatifs. Vous voyez, on est toujours à moins 1% de taux d'intérêt réels négatifs, et ça reste un fort soutien. Alors, la corrélation sur de l'or et du dollar qui reste très forte. Vous avez vu que elle est pratiquement parfaite depuis l'été. Il y a eu, au moment donc, de cette élection de Joe Biden et de la mise en place donc, du vaccin, une petite décorrélation, mais qui s'est très vite remise en place. Et donc, en 2021, l'or sera aussi un facteur de soutien et un driver important de l'or. Donc, voilà. Comme c'est la monnaie, comme c'est sur le dollar américain, eh bien, ça va par contre entraîner quand même pas mal de volatilité pour l'or. Enfin, je vous parlais donc de la demande d'ETF. Là, vous avez donc la comparaison entre ce qui s'est passé donc, au moment de la crise de 2008, 2009 et après, et ce qu'il s'est passé donc, depuis la crise du Covid. Donc, vous voyez que l'or a été vraiment le driver majeur, donc jusque, on va dire, la fin de l'année. Les ETF or, voilà, c'est la courbe grise, mais qu'à partir donc sur les 2 derniers mois, on a eu une petite correction, puisqu'on a à peu près l'équivalent de 130 tonnes d'or ont été vendues. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, ce n'est plus un soutien majeur. Cependant, on pense que ça va se stabiliser sur cette année. Alors, donc cet élément, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'or va quand même rester sur des niveaux très élevés. Et donc ça, c'est très favorable pour le secteur aurifère. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on privilégie vraiment les sociétés plutôt que l'or. Alors pourquoi ? Comme on vous l'a indiqué, eh bien, nous pensons que les sociétés sont rentrées dans un nouveau modèle. Voilà. Elles privilégient aujourd'hui donc la qualité des actifs plutôt que la quantité des onces. Elles privilégient toujours les coûts. Elles sont très focus sur les coûts opérationnels qui sont maîtrisés, même si nous pensons qu'il va y avoir une petite augmentation en 2021. Les sociétés, donc, aujourd'hui, génèrent des free cash flow très élevés. Vous le verrez avec Newmont Mining. Et ça, dans le nouveau modèle, ce qu'on appelle le nouveau modèle, c'est qu'elles souhaitent générer des free cash flow, quel que soit où on se situe au niveau de l'or. Donc, au niveau du prix de l'or. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est très nouveau par rapport au cycle précédent. Il y a une vraie discipline donc, dans l'allocation du capital et il y a du retour à l'actionnaire. Donc ça, c'est également assez nouveau. Les bilans sont très solides. Les bilans des sociétés sont très solides. Voilà. Ah, mince, je me suis trompée. Voilà. Les bilans sont très solides. Et donc ça, c'est un point important. Enfin, les sociétés font du M&A toujours de façon très raisonnée. Voilà, ça c'était une grosse différence aussi par rapport au cycle précédent. Et les sociétés sont de plus en plus impliquées dans les grands enjeux environnementaux et sociétaux, dont on parle beaucoup. Et donc ça, c'est également un élément important et un changement dans cette industrie. Les challenges quand même, en 2021, elles en auront.
parce que nous anticipons une hausse modérée quand même des coûts opérationnels, 5%, donc ça fait à peu près 35 $ l'once en moyenne. Et une hausse quand même des dépenses d'investissement, même si vous le verrez, pour l'instant, ça ne s'est pas encore matérialisé, mais nous, on pense qu'il devrait y avoir un petit peu de rattrapage par rapport à l'année 2020, puisqu'il y a eu un effet Covid, donc sur les dépenses, par exemple, d'exploration, et puis quelques délais donc liés à la pandémie de Covid-19 sur un certain nombre de développements. Voilà. Hausse des coûts opérationnels, aussi effet Covid, parce que dans beaucoup de cas, les sociétés sont très impliquées donc, dans la gestion de cette crise, à la fois pour leurs employés et à la fois pour les communautés locales. Souvent, elles minent dans des pays à faible revenu, donc des pays pauvres, et donc elles contribuent aux tests, aux phases de test, et probablement elles vont contribuer aussi aux phases de vaccination. Donc tout ça c'est inclus dans... Donc, c'est à la charge pour des entreprises. Donc, voilà. Donc, cette gestion de l'épidémie de Covid-19, c'est aussi un challenge, puisque effectivement, les entreprises doivent faire en sorte donc, que le virus n'entre pas, j'allais dire, dans la mine. Voilà, ce qui pourrait poser donc, des problèmes et des interruptions de production. Gestion également si des pays ou des régions mettent en place de nouvelles mesures de lockdown comme on en a connu au cas où. Encore, le troisième challenge, ça sera de ne pas retomber dans les travers du surinvestissement qu'on a pu connaître dans les années, fin des années 2010. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et enfin, les entreprises doivent poursuivre leurs efforts en termes d'ESG et surtout convaincre les investisseurs à ce niveau-là. Alors, Charlotte, si je peux intervenir, justement, merci pour les fondamentaux, les drivers, etc. Là, sur les challenges, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a une réelle prise de conscience en fait, sur l'ESG. Et aujourd'hui, un fonds de société minière aurifère peut avoir cette approche ESG aussi. Oui, bien sûr que les sociétés ont pris en compte effectivement donc ces grandes tendances. Après, c'est pas un fait nouveau non plus pour l'industrie, puisque de façon, c'est un peu inhérent, notamment la partie environnementale à cette industrie. Les normes pour extraire et produire de l'or ou des métaux sont drastiques. Et donc ça, c'est des éléments. Ensuite, elles ont beaucoup travaillé sur la partie sociale et sociétale. Donc, elles apportent beaucoup de choses dans l'environnement où elles minent. Donc, notamment pour l'éducation des populations, apporter l'eau, l'électricité, des choses comme ça. Et puis, elles ont fait un énorme chemin aussi en termes de gouvernance. Et vous le verrez avec Newmont, puisque par exemple Newmont est la première société à arriver à avoir la parité dans son conseil de direction, dans son comité de direction. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que les sociétés publient et communiquent. Le mettre plus en avant voilà, finalement. Voilà. Mais c'est pas quelque chose de nouveau pour les sociétés. Alors, donc sur les sociétés aurifères, vous voyez sur ce graphique donc, qu'elles sont dans un cycle de marge très très élevé et donc de forte génération de free cash flow, même si on anticipe finalement un prix de l'or moyen cette année autour de 1850, c'est un petit peu nos hypothèses, et bien vous voyez, vous êtes en extension de marge par rapport à l'année dernière, puisque en 2020, le prix moyen de l'or était de 1770 $ sur l'ensemble de l'année. Voilà. Donc même si vous avez une petite augmentation des coûts, ce qui est en moyenne, donc ce n'est pas le cas pour toutes les sociétés, eh bien vous voyez que les marges vont être encore très, très élevées. Donc ici vous avez la courbe des coûts donc, de AM Global Gold, donc, et vous voyez que par rapport à la ligne bleue qui est le prix de l'or actuel, eh bien vous avez une marge de manœuvre assez importante. Sur notre portefeuille, on n'est pas en risque, même si le prix de l'or corrige. Les tendances sur les dépenses d'investissement, je vous en parlais, donc elles étaient en baisse en 2020. Pour l'instant, elles sont encore en baisse effectivement sur ce graphique, parce que les sociétés n'ont pas encore toutes communiqué
leur niveau de CAPEX pour 2021. Nous, on pense qu'elles devraient être au moins comme en 2020, comme je vous l'ai expliqué, pour le rattrapage un petit peu de 2020. Je vous disais que les sociétés privilégiaient donc le retour à l'actionnaire, ça c'est très très important. Donc avec une hausse des versements de dividendes qui sont prévus encore pour cette année et pour l'année prochaine. Et vous voyez que ce n'est pas une tendance récente, c'est quelque chose qui a débuté depuis maintenant 2017. Donc voilà, et ça devrait donc se poursuivre. Pour nous, c'est vraiment un gage de l'équilibre et de la bonne allocation du capital et de la bonne gestion donc, de l'entreprise. Donc, je souhaitais donc vous donner un exemple, pourquoi Newmont Mining est devenu donc aujourd'hui la première ligne de notre portefeuille, parce que en fait Newmont Mining coche un petit peu toutes les cases. Déjà, donc c'est une des sociétés majors. Donc, elle a un portefeuille d'actifs donc de très bonne qualité avec 9 mines Tier 1, ce qu'on appelle Tier 1, dans des bonnes juridictions. C'est le Canada, le Nevada, l'Australie. Il y a également des actifs en Afrique, au Ghana ou au Pérou, mais des juridictions qui sont friendly, comme on dit. Voilà. Elle a 3 projets en cours d'extension, donc qui vont arriver et alimenter la production, et 63 millions d'onces de réserves. En termes d'exécution, c'est de très bonnes factures. La société donc, a prévu de produire au moins 6 millions d'onces par an d'ici 2030, donc pour les 10 prochaines années. Donc vous voyez une vraie stabilité, une vraie visibilité pour nous les investisseurs, avec une très bonne maîtrise des coûts, puisque aujourd'hui elle a des coûts totaux autour de $970 l'once. Donc vous voyez, par rapport à un prix de l'or actuel à 1800, un peu plus de $1800 l'once, eh bien on a une grande marge de manœuvre pour cette société. Et vous voyez, ça s'illustre et ça se voit directement dans les free cash flow générés, parce que la société générait plus de 2 milliards de dollars de free cash flow cette année, et encore plus l'année prochaine. Voilà. Ce qu'on aime bien également chez Newmont, eh bien, c'est sa discipline dans l'allocation du capital. On vous l'a déjà évoqué. Elle privilégie plutôt donc, des investissements et la croissance organique. Donc, je vous parle de M&A raisonné. Et donc là, elle privilégie également le retour à l'actionnaire avec du dividende, mais elle vient également d'annoncer un programme de share buyback. Voilà. C'est une société qui a un bilan solide. Enfin, tu parlais Ouais. donc d'engagement et de ESG, Valentin. Eh bien, il faut savoir que Newmont, c'est un producteur engagé. Voilà, je vous parle de la parité au conseil d'administration, mais c'est aussi des engagements vis-à-vis des communautés locales et des salariés. Et Newmont vient également de s'engager donc à réduire ses émissions de CO2 d'ici 2030, donc sur une dizaine d'années, au moins sur les scopes 1 et 2, et de 15% sur le scope 3. Donc voilà un petit peu les éléments qui expliquent donc, que Newmont est devenu aujourd'hui notre première ligne. La stratégie de gestion, eh bien vous voyez ici que donc la part de l'argent a pris un peu plus d'importance, près de 12%. Alors on avait réinvesti dans des sociétés argentifères comme Gatos Silver. Voilà. Et on a bénéficié de la surperformance de l'argent depuis plusieurs mois. Par rapport à l'or, donc ça c'est lié également à la double casquette donc de l'argent en tant que métal industriel, et c'est un métal qui est surtout utilisé aussi, ou de plus en plus utilisé dans les panneaux photovoltaïques pour les panneaux solaires. Voilà. Les sociétés de royauté, donc vous savez qu'on aime bien ce business model, mais qui est plutôt en phase de réduction sur notre portefeuille, puisque dans ces périodes où le M&A est raisonné et où les sociétés ont moins besoin de financement, puisqu'elles s'autofinancent en fait aujourd'hui, eh bien les sociétés de royauté sont un petit peu moins intéressantes, et donc on en a réduit notre pondération. Et on a un petit peu plus de diversification également. Alors, sur notre portefeuille aurifère, assez peu de changements.
Voilà, donc on privilégie toujours donc, cet équilibre entre les majors, les intermédiaires, les juniors et les développeurs. Et voilà, et nous avons remplacé un certain développeurs qui ont été, ou sociétés juniors qui ont été achetées ou qui ont fait l'objet de M&A par d'autres sociétés comme Artemis Gold par exemple, dans laquelle nous avons récemment investi. Ah, voilà, bon, ça c'est... Je n'avais pas vu. Hop. Voilà. Donc sur les sociétés donc des autres métaux, donc vous voyez avec l'arrivée donc de Gatos Silver, donc dans notre portefeuille donc de sociétés argentifères et des sociétés comme donc Franco-Nevada et Royal Gold que nous avons réduit dans les sociétés de royauté. Donc, dans le top pick, donc, vous voyez Newmont qui aujourd'hui est donc la première ligne. On a pris des profits, on continue encore de prendre un peu de profit donc, sur Agnico Eagle, surtout à cause de sa valorisation qui nous semble aujourd'hui élevée malgré la qualité donc, de cette société. Voilà, vous voyez également arriver Pan American Silver donc, dans notre top 10, donc avec les renforcements sur l'argent, comme je vous l'ai indiqué. Alors, dans les arbitrages récents, également, vous voyez ici donc, les arbitrages tactiques avec l'investissement donc, sur l'argent, et puis des prises de profit sur Agnico Eagle ou New Gold, qui avaient très très bien performé en 2020. Et puis des mouvements qui sont plus stratégiques avec des achats, mais qu'on avait initiés en 2020, de Freeport et de Sibanye. Donc Sibanye et Freeport sont donc des producteurs d'autres métaux. Donc Freeport-McMoRan, c'est plus un producteur de cuivre, mais c'est quand même un producteur qui produit aujourd'hui près d'1 million d'onces, qui va produire 1,3 million d'onces en 2021 et 1,8 million d'onces en 2024. Donc, vous voyez, donc c'est une société qui va profiter à la fois donc de maintien donc, du prix de l'or et aussi de l'engouement et de la hausse donc, du prix du cuivre qui est très utilisé, vous savez, dans l'électrification. Donc voilà. En plus, c'est une société qui rentre dans une phase donc, de réduction donc, de coûts puisque ces gros investissements liés à l'expansion donc, de sa mine de Grasberg en Indonésie en mine souterraine, donc les gros investissements sont maintenant derrière nous et donc elle va rentrer vraiment dans la phase donc, de récolte donc, de ses profits. Sibanye-Stillwater, c'est un petit peu le même principe, mais elle, c'est une société qui ne produit que des métaux précieux, de l'or, à peu près la moitié, un tiers de ses revenus, et les 2 tiers sont de la production donc, de platine et de palladium. Voilà, et donc nous allons également bénéficier donc, de la bonne tenue donc, des prix et des tendances de ces autres métaux. Voilà. C'est également une société qui rentre dans une phase de croissance de la production après les investissements qui ont été faits au cours de ces 2 dernières années. Voilà. Et donc aujourd'hui, on commence à bien profiter donc, de la tendance, des bonnes tendances donc, de ces 2 sociétés. Donc, ce qu'il faut retenir, donc, c'est donc que le prix de l'or doit rester sur des niveaux élevés, que les sociétés productrices d'or et de métaux précieux sont donc dans un cycle de croissance, de marge élevée et donc de forte génération de free cash flow. Et ça ne nous semble pas encore bien valorisé dans le cours des sociétés. Elles offrent un effet de levier, elles sont faiblement corrélées aux autres actifs et donc ont un potentiel de valorisation. Voilà. Enfin, CMAM Global Gold donc, reste un portefeuille donc, de sociétés donc, de qualité avec des risques maîtrisés et voilà. Et une performance éloquente sur les années. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat si vous avez des questions. Merci Charlotte pour ce condensé. Il y a toujours beaucoup à dire sur l'or. Donc on essaye de faire le point assez souvent. Moi j'avais une question. On entend parler toujours un petit peu du Bitcoin, surtout avec les niveaux de valorisation, etc. Est-ce que à terme, le Bitcoin pourrait prendre une place plus importante, un peu la place de l'or en fait qu'aujourd'hui, une place assez tactique d'allocation Alors, sur le Bitcoin ou les cryptocurrencies, nous, on pense qu'on n'est pas encore... Alors, c'est vrai qu'il y a eu un engouement très très fort ces derniers mois.
Alors, de là à ce que ça remplace l'or, nous, on pense on en est loin. Il y a quelques similitudes qui sont simplement que, on va dire, les réserves sont limitées, voilà, mais et que ça peut servir effectivement donc de monnaie, de réserve de valeur. Ça, ce sont les deux éléments. Seulement, il y a beaucoup d'autres éléments de différenciation. Par exemple, l'or, c'est un actif qui existe depuis et qui est utilisé certes comme réserve de valeur donc depuis plus de 2000 ans, on va dire. Les crypto-monnaies, finalement, c'est quand même assez récent, donc elles ont besoin quand même j'allais dire, d'un track record. Donc, tous les investisseurs ne peuvent pas rentrer sur ce type de support. Voilà. Ensuite, l'or, il y a aussi cette composante que l'or n'est pas utilisé que pour une réserve de valeur ou de monnaie, par exemple. L'or, c'est aussi utilisé pour la consommation, comme bien physique. Voilà. La bijouterie, c'est utilisé pour mettre dans des produits technologiques. Le Bitcoin, c'est vraiment comme uniquement une monnaie supplémentaire, voire plein de monnaies, parce que finalement, des cryptocurrencies, il n'en existe pas qu'une, il en existe déjà un certain nombre. Donc, quelle monnaie choisir, ça, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, nous, on pense que dans une allocation, par exemple, il y a une vraie diversification avec l'or, avec le Bitcoin ou avec les monnaies, les cryptocurrencies. Vous incluez encore plus de volatilité, par exemple, que l'or dans une allocation, par exemple. Donc, vous incluez plus de risques que pour l'or dans une allocation. Donc, pour l'instant, nous, on pense que c'est pas destiné aux mêmes investisseurs, en fait, non plus. Donc, je pense que c'est complémentaire, en fait, l'or, enfin, le support aurifère en tant qu'investissement et le support crypto-monnaie. Je pense que c'est plutôt complémentaire plutôt que concurrent. Voilà. Ok, merci Je Charles. pense qu'un investisseur qui va sur l'or, il n'ira pas forcément sur les crypto-monnaies. Et un investisseur qui va sur les crypto-monnaie qui est plus finalement de la spéculation liée à un momentum sur le prix actuellement, eh bien, il n'ira pas forcément sur l'or. C'est pas les mêmes. Merci de le rappeler. Voilà. Ok, je crois qu'on a fait le tour. On avait pas mal de questions sur l'ESG. Je pense que Charlotte a répondu. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci, bonne journée. Merci Charlotte. Merci, au revoir.